depuis le connais-toi toi-même de Socrate et jusqu'à Freud, en passant par tant d'autres maîtres. Pour s'y attaquer à nouveau de nos jours, il faudrait bien plus de compétences que je n'en ai et bien plus de témérité. La tâche que je m'assigne est infiniment plus modeste. Essayer de comprendre pourquoi tant de personnes commettent aujourd'hui des crimes au nom de leur identité religieuse, ethnique, nationale ou autre. En a-t-il été ainsi depuis l'aube des temps, ou bien y a-t-il des réalités spécifiques à notre époque? Mes propos paraîtront quelquefois par trop élémentaires. C'est que je voudrais conduire ma réflexion le plus sereinement, le plus patiemment, le plus loyalement possible, sans recourir à une espèce de jargon, ni à aucun raccourci trompeur. Sur ce qu'il est convenu d'appeler une pièce d'identité, on trouve son nom, son prénom, date et lieu de naissance, photo, énumération de certains traits physiques, signature, et parfois aussi l'empreinte digitale. Toute une panoplie d'indices pour démontrer sans confusion possible que le porteur de ce document est un tel et qu'il n'existe pas, parmi les milliards d'autres humains, une seule personne avec laquelle on puisse le confondre, fût-ce son sosie ou son frère jumeau. Mon identité, c'est ce qui fait que je ne suis identique à aucune autre personne. Définir ainsi, le mot identité est une notion relativement précise et qui ne devrait pas prêter à confusion. A-t-on vraiment besoin de longues démonstrations pour établir qu'il n'existe pas et ne peut exister deux êtres identiques? Même si demain on parvenait, comme on le redoute, à cloner des humains, ces clones eux-mêmes ne seraient identiques à l'extrême rigueur qu'à l'instant de leur naissance. Dès leur premier pas dans la vie, ils deviendraient différents. L'identité de chaque personne est constituée d'une foule d'éléments qui ne se limitent pas, évidemment, à ceux qui figurent sur les registres officiels. Il y a bien sûr, pour la grande majorité des gens, l'appartenance à une tradition religieuse, à une nationalité, parfois les deux, à un groupe ethnique ou linguistique, à une famille plus ou moins élargie, à une profession, à une institution, à un certain milieu social. Mais la liste est bien plus longue encore, virtuellement illimitée. On peut ressentir une appartenance plus ou moins forte à une province, à un village, à un quartier, à un clan, à une équipe sportive ou professionnelle, à une bande d'amis, à un syndicat, à une entreprise, à un parti, à une association, à une paroisse, à une communauté de personnes ayant les mêmes passions, les mêmes préférences sexuelles, les mêmes handicaps physiques, ou qui sont confrontés eux-mêmes aux mêmes nuisances. Toutes ces appartenances n'ont évidemment pas la même importance, en tout cas pas au même moment. Mais aucune n'est totalement insignifiante. Ce sont les éléments constitutifs de la personnalité, on pourrait presque dire les gènes de l'âme, à condition de préciser que la plupart ne sont pas innés. Si chacun de ces éléments peut se rencontrer chez un grand nombre d'individus, jamais on ne retrouve la même combinaison chez deux personnes différentes. Et c'est justement cela qui fait la richesse de chacun, sa propre valeur. C'est ce qui fait que tout être est singulier et potentiellement irremplaçable. Voilà, on va s'arrêter à cette partie-là. On va enchaîner avec lui sur la deuxième partie. Pardon.